bienvenue à toutes et à tous. On se retrouve aujourd'hui dans la boutique Cycle 13 à Paris, avenue d'Italie, sur la chaîne Ultracyclisme, pour nous retrouver avec Clément Random de sa célèbre chaîne YouTube. Nous sommes dans la boutique Cycle 13 qui fait du montage de vélos Special Ultra, c'est ça. qui est partenaire d'Ultracyclisme depuis le début, Ouais. faut le noter. On regarde depuis un moment. Ouais. On a fait son premier vélo ici, un beau vélo. Et donc du coup, si vous êtes motivé pour l'ultra-distance, des petits montages, il faut venir ici. On a une belle boutique avec des beaux produits et des grands champions, avec Aran. Et des Clément. montages à la carte. Et Clément, bien sûr. Avec Clément, et on fait aussi des projections. C'est un cadre magnifique, cette boutique, pour tous les événements autour de l'Ultra à Paris. Donc n'hésitez pas à passer. On est réunis ici avec Clément, qui nous fait l'honneur d'être là avec son vélo. Bonjour à tous. Et on est ici pour... merci d'être là, hein. Merci d'avoir fait le déplacement. Pour faire un peu un tour général de ton vélo. Parce que tu fais partie des figures un peu de l'ultra français qui font les grandes courses d'ultra, mais aussi plein de petits événements sur Paris, mais aussi en région, la Normandie 4, enfin énormément d'événements. Et c'est cool de pouvoir se retrouver ici dans une boutique de vélo avec un très bel héroïne Dans le milieu du vélo, c'est cool. en plein milieu du vélo. Voilà. Alors on est sur quel vélo déjà ? Alors, le vélo qui est là, c'est le vélo avec lequel j'ai fait la Born to Ride. J'ai fait la RAF cette année avec quasiment le même vélo, mais j'avais un vélo à disque. Heroine, c'est une marque qui a voulu faire le vélo le plus abouti. Le vélo, ils ont essayé de pousser dans tous ses retranchements, faire un vélo parfait, en se positionnant assez haut de gamme. Donc, c'est des vélos qui sont faits sur mesure, en carbone, conçus en France, fabriqués en Italie. Le vélo que j'ai là, c'est le modèle HR. En version patin, qui m'a suivi sur quelques courses que je roule toute l'année. Et là, c'est le setup que j'utilise quand je fais de la longue distance avec. Donc j'ai toujours ma petite sacoche de selle où j'ai tout ce qui est le matos sur dodo, fringues, des trucs comme ça, des trucs que je vais pas trop accéder tout au long de la journée. Après, j'ai ma sacoche de cadre où là, au contraire, je vais mettre les trucs que je veux accéder rapidement. L'intérêt de la sacoche de cadre, c'est que tout en roulant, tu peux l'ouvrir, la fermer, prendre des trucs dedans. Donc tu peux prendre de la pouffe, des barres de céréales, le câble de chargeur pour aller brancher ton téléphone, un truc comme ça. J'aime bien aussi moi, les petits food pouch, les porte-bidons textiles. Ça te permet d'avoir des petits trucs à portée de main. Des cacahuètes, une barre de céréales, une paire de lunettes de soleil, une powerbank ou n'importe quoi. Le petit refil rapide. Sur ta vidéo de la RAF, j'ai cru en voir deux, peut-être Ouais, je me il y en a trompais. deux même. T'en as deux, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Et après, en fonction des événements. en fonction des événements, en fonction de la distance, en fonction de ce que je veux faire, j'ajuste un peu mon setup. Puis évidemment des prolongateurs. Alors à la différence des triathlètes, nous on cherche pas forcément l'aéro, d'où le fait qu'il y ait des grosses entretoises pour relever les prolongateurs. Tu vois, l'intérêt de ces prolongateurs, c'est qu'entre ta position où tu es en bas du cintre et la position dans tes prolongateurs, en fait tu vas avoir quasiment la même position au niveau de ton dos. Donc en fait le gros avantage des prolongateurs pour nous, c'est que tes bras ils sont pas en pression. Quand tu es sur le guidon, en fait toute la force repose sur tes bras. Donc ouais, c'est ça, t'as quand même un peu de muscle qui tire. Là t'es vachement en repos, t'es un peu plus performant aérodynamique, donc ça permet sur le long, tu te reposes un peu. Donc voilà, le petit avantage des prolongateurs, c'est voilà, varier les positions, et sinon ça te fait des douleurs au poignet. Ouais. D'enchaîner les positions. Je sais que j'avais la borne to ride que j'ai fait, j'avais pas de prolongateur. Et putain, Même au niveau des vibrations, ouais, ça va la tout plus grosse directement dans les douleur, poignets, quoi. c'était pas le cul, c'était les mains. Parce que ça vibre, t'as des fourmillements dans les mains, c'est pas agréable. Voilà, beau changement pour cette année, c'est le jeu des prolongateurs. Et rehaussé. Et rehaussé, ouais, c'est ça. Parce que je pense que ça change quand même la donne. Moi, je suis en non rehaussé. Et c'est clair que je suis plus penché vers l'avant, quoi. Bah, faut s'habituer à la position. Il y en a qui aiment, hein, et c'est là où les prolongateurs, ce qui est intéressant, c'est de prendre des modèles que tu peux un peu régler en hauteur, en longueur, en angle, des trucs comme ça, parce qu'il te faut vraiment un truc confort. Enfin, moi, c'est le motto pour moi quand tu choisis un vélo de l'ultra. Tu peux prendre le vélo que tu veux tant que tu es confort dessus. Faut être bien dessus. Voilà, comme tu sais que tu vas y passer des journées entières, prends le vélo sur lequel tu es plus confort et ce sera le vélo parfait, quoi. Et pour le reste du vélo, alors peut-être le groupe, t'es en... Ouais, alors le groupe, là je suis en Ultegra DI2.
C'est un groupe qui a fait ses preuves, c'est cool. Électronique. Électronique, c'est pas mal en ultra, ça te permet d'avoir un truc simple, ça a l'avantage d'être quand même hyper fiable. La seule préoccupation, c'est de recharger un groupe. La batterie est dans la batterie, si tu veux, elle est dans la tige dans de le sel. prolongement. Ouais, en fait, elle va se situer à cet endroit-là, elle est en bas de la tige de sel. Et pour le recharger, c'est dans le guidon, hop, t'as une petite prise. Et juste ici, tu vas brancher ton chargeur. Ça tient. Moi, ça m'a fait la RAF 2500 km, une batterie. Ouais, tu disais que le chargeur tout au fond du sac. Tu disais que juste avant la fin, t'étais à quelques kilomètres de l'arrivée, il y a ton dérailleur avant qui... C'est ça. En fait, si tu veux, le DI2, t'as un petit témoin qui te donne ta charge de batterie. Mais tu penses pas forcément à le checker tout le temps quand tu shifts. Mais en gros, le signe de fin de batterie, c'est que ton dérailleur avant il bouge plus, mais ton dérailleur arrière il bouge. Ça, c'est un peu la première indication que tu es en fin de batterie. Ça te permet de pas dans la merde à tout d'un coup, tout se coupe. Et moi, sur la RAF, quand je rentrais dans la ville du Touquet, qui est la ville d'arrivée, le grand plateau ne passait plus. Voilà, clairement, pour les 3 km qui restaient, il y a une question petit plateau. On s'était posé la question de savoir si on pouvait anticiper le fait que, alors, hormis regarder le témoin de charge, anticiper le fait que ça allait se bloquer. Ouais, carrément. Alors, si tu veux, sur ce vélo, alors faut savoir que comme je suis ambassadeur de la marque, j'ai pas forcément choisi tous les composants du vélo. Donc, il y a des choix qui sont super, il y a des choix qui, pour l'ultra ou pour ma pratique, j'aurais aimé un petit peu changer. Et par exemple, le DI2, tu as un module Bluetooth qui te permet de voir le pourcentage de batterie sur ton téléphone, sur le GPS. Et puis en plus, voilà, voir où tu es sur ta cassette, par exemple sur le GPS. Mais ouais, voir ton pourcentage de batterie, ça te permet de te donner une indication. Tu vois, quand ça fait 5-7 jours que tu es en course, tu peux te dire, ouais. Avoir une petite alerte. Ouais, est-ce que si je vais à l'hôtel ou un truc comme ça, c'est le moment de recharger ou pas, ça peut être bien. Et là, après, en même temps, tu as l'alerte sur le GPS qui te dit « Moi aussi, je suis en rate de batterie. Ouais. » C'est la totale. Là, tu sais qu'il faut se poser, il faut dormir. Ouais. Et en cassette, t'as quoi? T'es sur quel rapport? Alors là, j'ai un truc que je recommande pas, j'ai du 11-25. Ouais, ça me paraissait assez court. J'ai quand même monté toutes les Pyrénées avec, ça pose pas de soucis. Je pense que en vrai, les grands pignons, c'est quand même un confort. Mais c'est pas impossible de monter. Il y a des gens, ils montent l'école en pignon fixe, ils arrivent en haut quand même. Donc faut pousser plus fort, mais t'y arrives. Après, c'est bien quand t'as les jambes. Si t'es dans une phase un peu de fatigue, en 11-25, t'as beaucoup de mal. Donc voilà. Sur l'ultra, je conseille plutôt des cassettes un peu plus gros, du 11-32, 11-34, un truc comme ça te permet de passer quand même plus simplement. Surtout que de plus en plus, dans les ultras, il y a un peu de montagne. Sinon, s'il n'y a pas de dénivelé, on se fait chier. C'est les meilleurs paysages quand ça monte. Donc, tu comptes changer? Ouais, je compte changer. Là, je prépare un peu mon nouveau vélo qui va me suivre sur la saison 2022, qui va être grosso modo le même, en version disque. Une cassette un peu plus grosse sur les 2-3 changements. J'aurai des roues un peu différentes, même style de roue, peut-être un poil plus de profil, mais c'est presque plus esthétique comme différence. L'autre changement, c'est que je vais passer en roue dynamo à l'avant. J'ai fait un peu les deux solutions, le moyeu dynamo, les batteries. Les deux fonctionnent parfaitement, hein. C'est pas parce que t'as pas de moyeu dynamo que tu peux pas faire d'ultra. Pour moi, je trouve que c'est un peu le confort en plus de se dire que tu peux être un peu moins attentif sur ta consommation électrique. Tu auras toujours de la lumière rendez-vous quoi. Tu as toujours au moins si de la lumière. La journée, ça te permet en plus de recharger un peu ton téléphone, le GPS. En plus, en ultra, si tu veux une dynamo, ça n'a pas une puissance de charge énorme. Parce que c'est pas un chargeur rapide 20 watts, hein, sinon. Non, mais sur des longues distances, voilà. Ça recharge petit à petit tout au long de d'autant plus que tu n'es pas obligé d'utiliser ton portable ou ton GPS. Non, en continu, tu peux l'utiliser et en même temps le recharger. Tu vois, moi, le gros piège, j'ai fait un tour d'Europe à vélo où j'avais justement un moyeu dynamo. Je suis arrivé en haut d'un col, je me dis, oh putain, trop bien, je vais descendre à 70 km/h. J'arrive en bas, mon téléphone il a 100% de batterie. Ouais. En fait, le truc, c'est qu'à partir d'une certaine vitesse, ça recharge pas plus vite. Donc, t'as descendu tout ton col en 30 minutes. En fait, t'as mis 30 minutes de charge dans le téléphone. Donc, peut-être que la montée, en fait, t'as plus rechargé. Voilà. Mais voilà, donc là, si tu veux, sur l'année passée, comment je me suis débrouillé en powerbank, j'avais 2 powerbanks
2 de 20 000, alors c'est même presque trop, mais ça me permettait d'être assez safe. Je crois que j'ai fait sur la RAF une seule recharge complète de batterie à l'hôtel, et sinon j'ai tenu sans souci. Tu surveilles quand même quand tu... Mais tu pourrais potentiellement recharger ton DI2 avec les batteries aussi. Ouais, carrément. C'est une possibilité qui est... Enfin, DI2, et je parle même de manière plus générale sur le système SRAM. Le SRAM AXS, tu peux le recharger avec une prise USB, donc une power bank, ça te permet de recharger. On peut parler un petit mot de SRAM AXS. En gros, la différence de système, c'est qu'en gros, ils ont une petite batterie dans le dérailleur avant, dans le dérailleur arrière. Tu peux les interchanger, donc tu peux aussi avoir une batterie de rechange. Ouais. Donc si tu as une batterie qui est morte, tu peux mettre une batterie pleine dedans, tu peux le recharger au fond de la sacoche et comme ça tu as une batterie de secours. Alors que là en DI2 elle est quand même assez volumineuse et voilà, tu dois pas prendre une deuxième. C'est les avantages et les inconvénients des deux solutions, c'est que là voilà, tu peux pas avoir une batterie de rechange, la batterie est un peu plus grosse, en revanche l'autonomie est peut-être un petit peu meilleure. Après dans le SRAM et dans les nouveaux groupes 12 vitesses DI2, tu as des piles de montre dans les manettes. Okay. J'ai l'occasion de Julien que j'ai croisé sur la RAF, il avait plus de piles dans une des manettes. Mais en vrai, c'est des piles assez courantes, donc dans un tabac, un truc comme ça, on a trouvé les piles. Ben moi, sur la Transsibérica, j'avais un tout petit peu roulé avec un collègue qui était en SRAM électronique et il avait un peu de mal à changer les vitesses sur derrière arrière passé un moment et il donnait un peu des coups de pied en même temps parce qu'il s'emportait complètement et il voulait passer ses vitesses et ça, à chaque fois ça arrive évidemment juste avant la montée au moment tout à fait propice. De toute façon, l'ultra, c'est ça aussi, hein, c'est prêt à avoir toutes les merdes possibles, il faut être prêt à les avoir. Hein. Et tu sais que tu vas en avoir une course où tout se passe bien, après ça n'existe pas. Quoi. C'est juste comment tu vas surmonter toutes les difficultés en fait. Et en éclairage, vu que tu étais donc, sur batterie, en éclairage avant-arrière. Ouais, alors si tu veux, là j'ai une Lesin 250 watts à l'arrière, de Skoll Lumen, je pense, qui marche très bien, ça fait le taf, c'est une lumière arrière. Ce qu'on va chercher un peu en ultra, c'est avoir des lumières qui ont pas mal d'autonomie. Ouais. Ça puisse clignoter longtemps. Et... Devant, c'est Lesin aussi, c'est la même marque. Ils le vendent en pack ou non, c'est qu'ils le vendent en pack, ouais. Non, moi j'ai acheté d'occasion à un gars qui revendait ça, il m'a vendu les deux en même temps. Mais ouais, ça marche bien. Pareil, en gros sur les lampes avant, t'as pas forcément besoin d'avoir 1200 lumens parce que surtout sur l'ultra route. Sur l'ultra en VTT ou sur des chemins où tu as plus besoin de voir la route, tu peux avoir besoin de plus de puissance d'éclairage. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est que il y a un mode qui m'intéresse, c'est que ça a 8 ou 10 heures d'autonomie dessus, sur un éclairage avec une puissance correcte. Donc ça, c'est cool. Je pense que ça dépend aussi beaucoup de justement ce choix énergétique de batterie ou dynamo, aussi un peu de la stratégie de sommeil. Enfin, si tu roules beaucoup la nuit ou pas, parce qu'il y a certains qui roulent quand même très peu la nuit, qui font des nuits normales ou des nuits. En été, l'ensoleillement est quand même long. Ouais, c'est clair, t'apportes un très bon point parce que justement, moi je sais que j'ai beau être ultra cycliste, j'aime pas rouler la nuit. J'y arrive, hein, je peux faire des nuits blanches sur le vélo, mais c'est pas ce que je préfère, même si des fois on voit le temps passer super vite. Et pareil, je sais que moi, en gros, pour être en forme, il faut que je dorme 5 heures par nuit. À 5 heures par nuit, j'arrive à faire ma journée. Et donc, je me cale par rapport à ça. Et comme tu le dis, en été, tu dors 5 heures, il reste plus beaucoup d'heures de nuit. Donc, sur la rave, je m'étais un peu imposé d'aller me coucher vers minuit. Vers minuit, je m'arrêtais, je trouvais un endroit où dormir. Et à 5 heures du mat, je me levais, je partais rouler. Et du coup, en vrai, pour moi, ça m'enlève la difficulté où rouler jusqu'à minuit, tu roules pas trop longtemps de nuit. T'es pas encore dans les heures où c'est très dur de rouler. Moi, je sais que tu vois, au milieu de la nuit, genre vers 4h du mat, des fois j'ai des phases où vraiment je m'endors sur le vélo, vraiment. Et là, pour moi, c'est dur. Du coup, bon, il y a des fois tu te butes. Non, c'est dangereux en plus. Tu veux faire ça. Rouler la nuit. Non, certains ça fait partie des critères pour rouler la nuit ou ne pas rouler la nuit pour certains. C'est ça. Et à l'inverse, tu vois, j'ai un pote, Daniel, qui habite au Portugal et des fois il rentre chez lui au Portugal à vélo. Et lui, ce qu'il adore, c'est rouler de nuit. Et au contraire, comme il n'aime pas le chaud, en gros, il dort la journée. C'est génial. Il n'y a personne sur les routes en plus, c'est tranquille. Ouais. Mais c'est ça qui est génial, l'ultra, c'est qu'on peut tous avoir des manières de fonctionner hyper différentes. Il n'y a pas de recette miracle. C'est chacun se gérer et se comprendre et voir ce qu'on aime. On va tous se pousser à nos limites de manière différente. Mais voilà, tant qu'on arrive tous au bout, c'est le principal. Et qu'on s'amuse. Ouais, il faut que ça reste du plaisir, quoi. Ouais, c'est clair. Et alors peut-être pour revenir un peu sur le côté matos,
En plateau, sur l'avant, t'es sur quoi? Parce que bon, ton rapport est quand même plutôt 50-34, tassé sur l'arrière. 50-34. Ouais, 50-34. J'étais pas sûr. En vrai, c'est bien. Ouais. Ouais. Avec c'est- ta cassette arrière, ça fait un... Ouais, non, franchement, c'est cool. Le pédalier, je changerai pas. Enfin, c'est bien, ça me suffit. En 50-11, tu roules quand même bien. Et puis, tu vois, si t'as une cassette de 30, même en 34-30, tu grimpes partout, quoi. Alors, si en plus t'es du 34 en 34-34, je dirais pas que tu grimpes aux arbres parce que t'es quand même chargé et souvent dans les montées, t'es claqué, quoi. Mais t'arrives en haut. Tu me disais juste avant que, alors là, sur celui-là, on est sur des freins patins. Ouais. Mais que toi, t'es plutôt, en tout cas sur la RAF, Héroïne, t'avais passé un autre vélo C'est ça. en disque. Exactement. Et que toi, sur l'Ultra, c'est plutôt... Ouais, t'as sur plutôt l'Ultra, j'ai roulé les deux, hein, la preuve, tu vois, là je suis en patin, j'ai d'autres vélos en disque, mon gravel est en disque. En vrai, avec l'avancée les progrès qu'ont fait le disque hydro, les prix qui ont quand même tendance à baisser un peu, avant c'était vraiment plus cher de passer en full hydro, je trouve que c'est une bonne solution. Pourquoi? Parce que tu as besoin de moins forcer sur tes cocottes, sur tes leviers de frein pour freiner. Donc c'est quand même un gage de sécurité, surtout que le patin, je dis pas que c'est imprenable, hein, ça marche très bien, je suis rentré en vie de toutes les courses que j'ai faites, mais quand t'as un peu de fatigue la nuit ou quand il fait froid, être moins réactif, ouais, t'es moins réactif, donc voilà. Et surtout moi sur ce vélo entre autres, pendant la Born to Ride, on était en Auvergne, je suis arrivé en haut d'un col, orage, de nuit, Ouais. descente de montagne, en freinage patin sur jambes carbone, je faisais pas le malin. Après, on dit que t'as les bruits, mais au moins ça freine. Ouais, mais moi, franchement, je préfère un disque qui va faire du bruit quand il pleut, mais au moins je sais que je m'arrête. Alors que le freinage patin, c'est vrai que c'est limite, et en plus, avec la fatigue qui s'accumule, j'étais vraiment pas confiant. Et j'ai trouvé ça limite dangereux. Et des fois, c'est un peu le piège en ultra, c'est que dans la vie de tous les jours, tu dirais je m'arrête ou je sais pas quoi, mais Tu veux des pousser fois, un peu... t'es un peu obligé d'avancer, et surtout que ça t'arrive toujours en endroit où il n'y a rien pour s'arrêter, évidemment. Tu vois, ce serait trop beau qu'il y ait un beau café qui s'arrête à côté, et puis hop, le bus s'arrête dans 1 heure, tu bouffes un truc, tu repars. Non, c'est pas comme ça, l'ultra. Tu sais jamais ce qui va t'arriver. Ah ouais, non. Donc tu continues. Bah ouais. Pour terminer, en pneus, tu m'as fait la surprise. J'ai découvert dans ta vidéo que tu étais en tubeless. Ouais, J'aurais pas estimé, on voit quand même assez peu de tubeless en route. on en voit qui arrive. On en voit qui arrive. Moi, je suis quand même, on va dire, débutant dans le tubeless. Ça fait pas très très longtemps que je roule là-dessus, mais j'en suis très content. Parce que ça, pour moi, c'est une pression psychologique en moins. Tu dis qu'a priori, tu crées un peu moins. En tout cas, les petits trous sont réparés plus facilement. C'est certes des fois un peu plus compliqué à installer, la maintenance, etc. C'est pas aussi simple. Mais si tu changes pas tes pneus tous les 2 jours, ça marche très bien. Ça a fait ses preuves, ça se développe de plus en plus. Donc non, c'est cool. Ça te permet de gagner un petit peu en confort aussi. En ultra, c'est ce qu'on cherche. C'était à combien de pression sur ceux-là en tubeless? Je dois être dans les 4-5 bars, un truc comme ça. Ouais, c'est quand même beaucoup moins que... Est-ce que tu peux... Ouais, je pense, pneu équivalent, je pense que tu peux descendre bien un bar ta pression, tu vois, entre le tubeless et chambre. Après, ce que je recommande, c'est mettre des pneus assez larges. Là, je suis en 28 de large. C'est bien pour l'ultra route, c'est bien. C'est même, après, tu vois, c'est un peu la limite de ce cadre, c'est que il a vraiment été dessiné pour la route, pas forcément orienté ultra dès le début, bien qu'il s'y prête très bien parce qu'il est assez confortable, il est réactif, il a tout ce qu'il faut. Mais voilà, sur le marché aujourd'hui, je pense que, et ça se voit dans le standard et comment évoluent les vélos, ils mettent de plus en plus des gros pneus parce qu'on sait que ça gagne en confort, tu perds pas forcément beaucoup en performance. Aujourd'hui, tu vois, pour moi, le standard route, maintenant, ça commence presque à 30 mm, quoi. Ouais, c'est clair. Donc voilà, mais des pneus un peu plus larges, c'est toujours un petit gain. Ça veut pas dire que c'est impossible, tu vois, avec du 28 mm, je m'en sors très bien, et au contraire, c'est super roulant, c'est super cool. Et c'est pas trop de matos supplémentaire à emmener, parce que tu dois quand même emmener déjà des chambres, j'imagine, quand même, au cas où, plus le petit poinçon pour enlever. Mais moi, j'ai pas pris de mèche, en fait. T'as pas pris de mèche? En fait, je me disais, ok, j'ai fait mon montage tubeless récemment, donc a priori,
le piège aussi sur le tubeless, c'est si en gros c'est trop vieux, le liquide il peut fuir ou il peut colmater. Il y a des micro-fissures un peu partout. Voilà. Ouais. Bon, moi je savais que en gros j'avais fait le plein de préventifs. Les pneus étaient neufs avant le début de ma course. Donc je me dis, bon, déjà a priori, même en chambre air, il n'y a pas trop de risque de crevaison, surtout que la RAF c'est une course qui est 100% route, t'as pas de gravel, t'as pas trop de surprise là-dessus. Donc ouais, très confiant là-dessus. J'avais, donc comme on disait, pas de mèche. Donc les mèches, ça te permet de réparer des gros trous. En gros, c'est pour s'orienter gravel. Voilà, c'est un espèce de bout de tissu que tu vas bourrer dans le trou et le préventif il va colmater autour pour finir de bien reboucher un gros trou. Et moi je partais presque dans l'idée, si j'ai vraiment un trop gros trou, ça se trouve c'est que même une chambre ça va pas le boucher et en gros ou c'est fini pour moi ou j'arrive à trouver un pneu rapidement, facilement. Bon, mais ça m'est pas arrivé. Et sinon ouais, j'avais une chambre à air au cas où et des rustines. Parce qu'en vrai les rustines toujours ça prend tellement pas de place, si tu crèves 2 fois d'affilée un truc comme ça peut te dépanner en plus. Après, si ta seule chambre est crevée, ouais, ça la fout mal. C'est ça. Bon, ça arrive toujours, les crever, jamais. Ouais, tu les anticipes jamais vraiment. Non, bah on choisit jamais quand on crève. Mais c'est cool de voir, parce que tu disais dans ton autre vidéo que tu changerais plus maintenant, et c'est cool de voir un avis un peu divergent de l'avis général. Enfin, je côtoie quand même pas mal de personnes qui en route en tout cas sont assez confiants sur... Ouais. Même sur les forums, sur les groupes sur Facebook, qui disent moi chambre je changerai pas. Ouais, non, moi j'aime bien en fait essayer de tester d'autres technologies ou quoi. Je voyais que le tubeless c'était un peu pas la mode, en mode c'est la tendance hyper hype, mais je me dis si tout le monde s'y met, c'est peut-être qu'il y a un avantage. Voilà. L'avantage, ouais, je l'ai trouvé en termes de confort, en termes de préoccupation. Ouais, parce que t'as des pneus aussi fins que tu peux l'avoir sur des... Ouais, c'est ça. Avec plus de confort. Maintenant, en plus, t'as de plus en plus de jantes qui acceptent le tubeless. Il suffit de choisir après un pneu tubeless et puis c'est parti, quoi. Pour les pédales, je vois que t'es en look. Ouais. C'est un choix que tu fais depuis longtemps, d'être en look plutôt qu'en SPD ou... C'est une question qui se pose effectivement sur l'ultra, parce qu'en tout cas le choix de pédale route, les pédales route c'est génial quand tu fais que de la route, mais c'est chiant pour marcher et ça s'habille un peu plus vite que des pédales SPD. Les pédales SPD en règle générale on a des pédales et des chaussures qui sont un peu moins confortables, un peu moins rigides, donc en performance ça va être un petit peu différent. J'ai les deux systèmes, mon gravel est en SPD, mon route c'est ce vélo est en pédale route. Si tu pars avec des cales qui sont pas trop niquées en début de ta course, normalement ça va. Moi je trouve ça confort, je suis à l'aise dans mes chaussures, c'est assez cool. J'ai fait une étude posturale et le gars me disait que pour nous c'était assez important d'avoir une chaussure légère, parce qu'en fait c'est comme en course à pied, tu lèves ta chaussure tout le temps. Et je pense que les pédales et les chaussures route sont peut-être un petit peu plus légères, donc t'as un petit gain là-dessus. T'as des Alors je crois pas que t'aies répondu sur une de tes vidéos à cette question, ou peut-être je me suis perdu, mais toi t'as des capteurs, t'es adepte du fait de te mesurer, un peu ta puissance. J'aime bien la data, Ouais. j'aime bien avoir un petit peu d'infos sur ce que je fais, etc. En revanche en ultra j'ai 0 capteur. J'ai pas de capteur cardio parce que les cardio ceintures, je trouve que ça me bloque un peu la respiration, je suis pas à l'aise. Sinon quand je roule sur des petites sorties, j'ai mon Apple Watch qui donne à mon GPS le cardio Connecté en temps réel. mais sur l'ultra c'est une batterie à gérer en plus, c'est pas quand tu te connais c'est pas une information qui a une importance énorme. Capteur de cadence, pareil, je trouve que c'est du détail, j'en ai pas. J'en ai eu, mais finalement je me rends compte que je l'utilise pas tant que ça. Capteur de puissance, c'est quand même une question que je me pose parce que je fais aussi pas mal de Zwift en entraînement. Et tu te rends compte que en fait, l'information de puissance elle est plus importante que le reste. Le cardio te donne une bonne indication de où tourner dans l'effort, etc. La puissance te donne vraiment pour moi une image plus vraie de ce qui se passe. Si tu te connais bien, en plus tu connais un peu le seuil de puissance qu'il ne faut pas dépasser pour pas te cramer. C'est du matos qui reste cher quand même aujourd'hui. Donc pour l'instant j'en ai pas. Alors peut-être pas d'ici cet été parce que je vais quand même faire pas mal d'investissements sur le vélo et tout, mais peut-être à terme un jour ça viendra, capteur de puissance. C'est un bel investissement global, mais à savoir qu'il y a quand même beaucoup de marques de GPS qui aussi font des bundles avec notamment Garmin, avec directement une ceinture, avec directement des capteurs parfois.
Non, mais en plus bon. revanche, les capteurs, tout ce qui est cardio, cadence et tout, je trouve que c'est pas mal en entraînement, où c'est bien de rouler au moins une fois ou deux avec, histoire de voir de quoi on est capable, voir De en voir fonction l'évolution, de- quoi. Ouais, Aussi. l'évolution et tes sensations, parce qu'en fait, l'ultra, c'est beaucoup un truc que tu. Enfin, en tout cas, si t'es Que pas tu capteur de puissance ou quoi, enfin, même avec, c'est beaucoup de sensations. Tu vois que t'es claqué, tu dis putain, faut peut-être que je lâche un peu le pied, je ralentis un peu, ou alors tu dis ouais, là je suis en forme, faut pousser un peu plus. Tu vas vraiment rouler avec tout ça, donc à l'entraînement, c'est cool de voir où t'en es pour mieux te comprendre. Pour le jour où tu es en course, même si tu as zéro capteur, tu sais un peu ce que tu es capable de faire. Ouais, de comprendre et ouais. Non, c'est. Je pense que je passerai le pas à un moment. Faudra. Je Ah, mais passerai c'est- pas ouais. un moment ou un autre parce que bah, on est tous aussi bien dans le vélo, donc on a tous envie de s'acheter des Ouais. petits gadgets, des trucs comme ça. Mais Ouais. en tout cas, enfin, pour moi, c'est pas indispensable. Non, mais c'est passé un stade cool. à chaque fois un peu. Mais Je pense que exactement, c'est aussi ça. le fait de dépasser certaines distances en ultra sur les sorties, ça offre un bon indicateur. Ensuite, le fait de se tester aussi en watts, c'est Ouais. peut-être aussi l'étape d'après Carrément. pour voir l'évolution. Et tu vois, à l'inverse, je pense que si tu avais, on va dire, le prix d'un capteur de puissance à investir, alors faut aimer Zwift, mais je trouve que le home trainer est un super bon élément d'entraînement. Parce que, alors oui, tu es chez toi, tu vois pas de paysage, mais tu as des entraînements vraiment de qualité. Tu as de la donnée qui est assez propre. Ça te permet de voir où tu en es, progresser, c'est quand même assez fun. Pour des gens, je pense que je suis pas le seul, on bosse tous pas mal à côté. Des fois, t'as beau faire l'ultra, t'as pas forcément tout le temps de t'entraîner, ou le temps que tu aimerais avoir pour t'entraîner. Ouais, puis la météo aussi. Et la météo, ouais, c'est ça. Les Zwift permettent de se dire, je sais pas, je roule le matin, le soir quand il fait nuit, Ouais. et que t'as pas envie de sortir, t'as pas, surtout en hiver, mettre plus de temps à t'équiper et à laver ton vélo qu'à rouler. Là, avec Zwift, tu mets un cuissard, un ventilateur, un bidon de flotte, c'est parti. Ouais, et tu restes au chaud et t'as tes petites Voilà. boissons, ton PC devant Tu toi regardes et ta tu roules quoi. série ou un truc, et puis voilà. Ou tu vois, t'écoutes des podcasts, tu regardes cette Ouais. vidéo sur Zwift. Exact. et la suite de podcast Ultra Cyclisme Bah voilà, avec ouais. Fanny, Caroline et d'autres Exactement. à écouter, Plein de belles choses réécouter à faire sur le vélo, ouais. ouais, pendant tous les prochains ultras. Ouais. En termes de bagagerie, donc tu nous as déjà un peu présenté globalement, on va peut-être refaire un tour juste pour savoir qu'est-ce qu'il y a à chaque endroit. On va Ouais. peut-être pas tout déballer parce qu'il y aura d'autres vidéos où tu le feras beaucoup plus précisément. Ouais. Mais j'imagine que là, tu mets quand même ce que tu veux, les choses que tu veux accéder en continu tout au long de la Ce qui est course. là, c'est intéressant parce que ça se mange. Tu vois, là c'est vide là. Mais Là, d'habitude, t'as la j'avais barre de vu. céréales, t'as les cacahuètes et tout. donc- Je sais pas sur quelle course j'avais vu quelqu'un avec un top tube rempli de cacahuètes, mais directement dans le top tube. Et Ouais, comme c'est quoi, ça, ouais. bon, des personnes osent des choses. Mais Ah ça, ouais, tu non, pourrais non, faire c'est- ça, mettre des frites, un petit peu de Tu ketchup vois, par-dessus encore et les tu te frites, sers. c'est sûr, ils passent parfaitement. C'est parfait, Tu mets les c'est frites, fait la pour. sauce Hein. à côté, hop, tu te C'est- prends, tu manges. C'est conçu en Belgique spécialement pour la consommation en Flandre. Nickel. Ouais, non, moi c'est la bouffe. En gros, vraiment, la bouffe est là. Et détail bouffe, une grosse erreur que j'ai fait sur une de mes premières courses. On va dire un peu comme là, bon là c'est simulé, mais mes sacoches étaient pleines au départ de la course et j'avais pas pris de bouffe. Et au premier stop de bouffe, j'ai acheté de la bouffe. J'ai ouvert mes sacoches, je fais j'ai pas de place où les mettre. Je partais pour 900 bornes. Et heureusement, j'ai roulé en trio avec 2 autres potes. Et en plus, c'était en vélo cargo, tu fais la bonne idée. Ah, nice. Et donc, eux ils ont pu choper la bouffe pour tout le monde. Mais je me suis dit, si j'étais parti seul, j'aurais été un peu dans la merde. Ben, j'ai vu certaines personnes, notamment, je suivais Fiona Kolbinger sur la TCR, je regardais un peu, j'adore les listes, les checklists de matos, et je voyais qu'elle prenait un petit sacoche ultra light chez Decat pour aller faire les courses, mettre des trucs dedans, Ouais. manger tout ça dehors pour pas se retrouver comme ça. quoi. Ouais, c'est une super bonne idée. Moi, je fais la même chose. Decat, ils ont un petit sac qui coûte 2 € très exactement. Petit dry bag. C'est un petit sac à Ah, dos c'est un petit avec sac 2 à dos, bretelles qui fait vraiment cette taille là, c'est vraiment tout petit, ça prend pas de place et moi tu vois je sais que j'arrive à le caler à l'avant de la sacoche là. Donc, je sais que quand je fais comme ça j'arrive à le choper juste devant. C'est assez cool et justement comme tu l'as bien dit, des fois tu vas faire des courses ou des fois quand tu fais des courses en supermarché par exemple, si t'arrives en gros tu prends 2-3 trucs, t'as un peu d'emballage, des trucs comme ça, tu peux pas forcément tu peux pas manger dans le supermarché, ni sur le parking du supermarché, Petite, parce que t'as beau astuce. être en ultra, des fois t'as envie de faire 10 mètres ou quoi, ou tu te prends, moi ça m'arrive aussi très souvent, ça me sert, tu vois que les magasins ferment, je sais pas, à 17-18 heures, ou en dimanche, je dis je prends mon repas,
Mais je mange à 20h. Ouais. Quand t'es à la campagne, les quelques heures où tu vas rouler avec tout le truc, Tu tu le le mets mets, sur le dos, un petit sac à dos. Tu te rajoutes quand même du stockage. T'es voilà. un peu plus flexible au niveau du stockage, quoi. Ouais, c'est Parce ça, que c'est la sinon, flexibilité. Il y a des courses, ça peut ne jamais te servir, mais tu sais que si t'en as besoin, au moins c'est là. Donc c'est pratique. Mais t'as quand même une belle contenance. Toi, t'as estimé le nombre de litres que t'as avec la pouch, la sacoche de... Alors, si je dis pas de bêtises, cadre, la sacoche de sel, c'est une 14 litres. Elle a un truc assez pratique, c'est qu'en gros, t'as une sangle là derrière que tu peux resserrer. Extensible pour... Ouais, donc tu vois, tu veux mettre des fringues ou un peut truc être comme immense. ça, ou clipper un truc, bam, tu te mets un truc en plus. Donc ça, c'est cool. Donc là, tu peux quand même rajouter pas mal. Et tu vois, même en voyage pas ultra, c'est bien plus rempli. Et ça arrive peut-être que jusque là où c'est, parce que là, tu vois que effectivement, comme c'est le grand modèle, quand t'es peu chargé, t'arrives au bout de la sangle. Mais je préfère avoir un peu trop, même si la sacoche ça va peser quelques grammes, quelques centaines de grammes de plus. Mais au moins, Et cette tranquillité d'esprit. Puis d'avoir un setup aussi qui te permet de voyager, parce que si on fait l'ultra, ça nous arrive tous de faire des voyages entre potes, où t'es beaucoup plus chill, où tu prends des fringues civiles, des trucs comme ça, un peu plus de matos. Moi, des fois, je prends mon petit drone que je cale dans la sacoche et tout. Donc tu vois, il faut la souplesse d'avoir un peu plus. Ouais, parce que c'est quand même du matos qui coûte quelque chose. Ouais, en plus, Et donc, si t'as un matos pour l'ultra, un matos pour le voyage, ouais, ça fait c'est quand même autant faire un truc, investissement. autant faire les trucs les plus polyvalents possible, quoi. Après, en contenance, ça doit faire 7 litres, je crois. En vrai, je la remplis bien. D'habitude, j'ai tendance Ça frotte pas sur les cuisseaux? Bah, ça va. Moi, des fois, ça touche un peu, mais je m'habitue. En tout cas, ça me dérange pas. C'est le principal. Alors, je sais que le seul truc qui peut être dérangeant, et encore plus quand on a des tailles de 4 petits, c'est les bidons qui, des fois, touchent. Alors là, j'ai des petits bidons, mais en course, j'ai 2 bidons de 750, donc un poil plus gros. Je sais, par exemple, tu vois le bidon à l'avant, moi, il touche la sacoche toujours. Mais en gros, ce que je fais, c'est que je bois en permanence dans celui à l'arrière. Et comme celui de devant il est galère à sortir, quand celui à l'arrière est vide, je switch les deux. Et en poussant sur le côté, bam, je le cale. Et tu vois, ça tape un peu dans la sacoche, mais je fais en sorte de foutre des trucs souples en bas. Et je sais que ça passe. C'est-à-dire que t'as jamais été ou t'as déjà testé les petits bidons magnétiques qui s'ouvrent sur le côté? Ouais, alors j'ai. Sur la rafle, t'avais ça? Non, t'avais pas ça. J'avais les mêmes Ok. styles de porte-bidon, des trucs qui se tirent vers le haut. Franchement, j'ai pensé, parce que t'as différents types de porte-bidon, comme c'était, ou des magnétiques où tu twistes, tu tournes pour les sortir, Ouais, sur le ou côté. t'en as aussi avec des sorties latérales. Je pense d'autant plus si t'as un cadre un peu. Enfin, après, c'est le cadre, la sacoche, il y en a avec qui ça passe pas. Je pense que c'est une bonne option. J'ai vu aussi, il y a un gars, en gros, tu fais un espèce de porte-bidon Y où c'est décalé, il arrive à mettre un bidon de chaque côté. Ça, c'est un peu les gens. Ouais. Pareil, il faut faire gaffe que ça tape pas les jambes, mais. Bon, après, au niveau des bidons, il y a plein de positionnements différents. Enfin, je vois que Ouais, si t'avais ouais. le Yarik, lui, il les met à l'avant. Ouais, ça c'est assez cool. sur Alors en le vrai, certain. ceux qui font de l'ultra ou du voyage où tu as besoin d'un peu plus de bagages, ou si tu vas rouler en ultra en hiver où tu as besoin de plus de contenance, c'est pas mal les fourches où tu sais, tu as des inserts. Ouais. Tu peux mettre parce que les porte-bidons, un bidon Des c'est cages, accessible là des- assez facilement. Tu peux en avoir une sacoche qui fait tout le cadre, par exemple, tu gagnes un stockage. Alors moi en ultra, j'ai pas de sacoche de guidon. Je l'ai en voyage utile, perso, ça me permet. Souvent je mets la tente, des trucs comme ça, à l'avant, ici. En gros, c'est un dry bag qui vient se foutre sous le guidon. En ultra, comme j'arrive à me débrouiller avec la contenance de ces deux sacoches, ça me suffit largement. Et puis voilà, après j'ai les deux foot pouch ici. J'ai souvent les poches de maillot vides. J'aime pas trop. Je sais que j'en vois en ultra qui ont les poches des maillots Ouais, mais remplies. ça peut tirer sur le. Ouais, sur moi j'aime l'ensemble, faire bien, mal au dos. j'aime bien rouler au léger, l'envers. mais en plus tu sais que c'est un truc en plus, tu vois. Au Ouais. cas où, c'est cool. Après, j'ai découvert aussi les poches cargo là, sur les jambes en cuissard. Alors Sur ça, les cuissards spéciales longue distance, quoi. Putain, mais ça c'est. Putain, on a des poches de gym depuis des années, et là il y a des mecs qui se disent putain, faut reparer sur des cuissards. Et c'est une idée de fou. Non, et mais les c'est cuissards, il y a trop beaucoup de choses à pratique. optimiser. Hein. Ouais. Depuis des années, Ouais, on ça, accepte c'est- le fait que les cuissards sont faits tels qu'ils sont, mais. C'est ça, et ça c'est quand même vraiment pratique. Surtout que tu vois, en ultra, on a toujours des trucs en plus, Ouais. des trucs dans les poches, une barre de céréales, Ouais, des puis ça papiers. fait mal qui au dos traînent, d'avoir des les trucs trucs comme ça. dans les petites Ouais. poches. Ça gigote pas trop les foot pouch. Parce que là, je les vois comme ça. Ouais, alors là, je te cache pas que je l'ai mis un peu rapidement pour la Ouais. vidéo, je suis pas en. Parce que t'as une accroche sur le côté. Ouais, normalement j'ai une deuxième accroche qui passe sur la potence et t'as une troisième sangle qui se met en bas de la foot pouch. Que je te cache pas que je galère un peu à la mettre sur ce vélo parce que je sais pas trop comment la positionner pour que ça gêne pas trop.
Du coup, c'est vrai que des fois, elle se balade un peu vers l'avant. Donc souvent, elle se cale, on va dire, à 45 degrés pendant que je roule. Et, Tu fais pas de gravel avec, de toute façon. Ouais. Ça se coupe pas plus. Après, l'avantage aussi, c'est qu'elle se ferme et elle s'ouvre à une main. Tu vois, donc en vrai, si ça bouge ou quoi, de toute façon, tu la fermes. Et après, bon, tu y accèdes. C'est vrai que c'était un truc tout au fond, c'est peut-être un peu plus chiant, mais c'est... Donc là, 100% nourriture, quoi. Ouais, c'est ça. Ok. Après, ça peut varier, tu vois, je sais que j'avais pris ma GoPro, qui était tout au fond de la sacoche. Finalement, je m'en suis pas servi. En fait, je filmais avec mon téléphone. Et tu l'avais laissé dans un drop bag, au final Ouais. À l'arrière, j'imagine que c'est peut-être tout ce qui est un peu plus sommeil, les choses Exactement. grande En fait, contenance. Ouais, l'arrière c'est bien parce que tu peux mettre beaucoup de choses, mais tu peux pas y accéder en roulant. Tu es obligé de t'arrêter, faut l'ouvrir, etc. Donc pour moi, là, c'est tout ce dont tu vas avoir besoin sur une grosse pause. Une grosse pause, c'est les pauses rechargement du DI2, galère méca, sommeil, fringues très chaud. Fringues plus chaud, on est en été quand même souvent sur les courses. Donc, Rhabiller, déshabiller, ouais, descendre voilà, de ça, je le col, sens monter de col. Alors j'ai fait une énorme erreur pendant la RAF, c'est que j'avais une petite veste de pluie que j'ai enlevée, je savais qu'il pleurait quelques heures derrière, je l'ai coincée sous la sangle là et j'avais plié en boule toute petite. Et, Grosse erreur. Ouais. Sur des vibrations elle est tombée et au moment où la verse est arrivée, hop j'étais comme ça sur le vélo, je me disais je sais pas la veste de pluie. Il n'y a plus de veste de pluie. Voilà. La belle Gore-Tex s'est enfuie. Ah c'était ouais. Adieu. J'avais acheté en plus la meilleure Gore-Tex, je me suis dit la Gore-Tex Chic Dry elle va être trop bien et tout. Alors elle était géniale hein, mais... Parce que là sur les restraps, donc il y a un élastique mais au-dessous. C'est ça pour accrocher les trucs, pour accrocher les cadenas, pour accrocher ouais, c'est ça, il y a affaires, ça. Alors je sais qu'il y a d'autres types de sacoches où tu sais, t'as des élastiques au-dessus là où tu peux sur les hors-clips notamment. Je trouve ça pratique. Alors celle-là c'est un peu différent, tu vois, tu peux coincer là. Alors tu vois en fait ce que j'aurais dû faire pour garder ma veste de pluie, en gros moi je l'avais compactée à fond et elle faisait en gros la taille de mon poing et je l'ai calée comme ça. Et le problème c'est que dès qu'elle commence à partir, j'aurais dû la faire 40 cm de large et j'aurais été sûr qu'elle tombe pas. Donc bon, c'est comme ça qu'on on apprend comme ça, ouais. Exactement. Faut faire des erreurs pour progresser, tu vois. On n'est pas à l'abri de faire des erreurs. Et donc j'imagine au cœur du cadre, au centre, les choses un peu plus lourdes, style type de réparation, électronique, ce genre de choses. Réparation, je mets quand même à l'arrière. Parce qu'en okay. gros, je considère que les réparations, j'en aurais pas besoin. Et si je m'arrête pour une réparation, ça va me faire chier, je vais m'arrêter longtemps. C'est une belle vision. Je mets tout au fond. En revanche, la powerbank, comme j'en ai besoin pour recharger mon téléphone ou mon GPS, elle est sur le côté gauche. En gros, si tu veux, cette sacoche, côté droit, tu as une poche qui fait toute l'épaisseur. Et comme les petites poches de sac, le côté gauche, c'est une poche beaucoup plus fine. Okay. Donc là, je vais mettre mon téléphone, mon portefeuille, ma powerbank. Et après, je laisse dépasser les câbles par l'avant. Et comme ça, après, j'ai un câble. Là, tu peux recharger. Je branche le GPS tout en roulant. Le téléphone, je le mets dedans aussi pendant que je charge. Donc comme ça se charge là. Je roule toujours en mode avion sur le téléphone. Pour économiser d'électricité. Donc, un maximum. Justement, j'en profite pour faire une petite transition sur une question que je voulais te poser. Ouais. Pour les économies, est-ce que il t'arrive d'éteindre le rétroéclairage de ton GPS par exemple quand tu roules la nuit? Carrément. Ouais. Et est-ce que dans ce cas-là, tu as une frontale ou tu as quelque chose pour éclairer ton écran ou comment tu fais? Ouais, alors en fait, si tu veux, sur ce GPS, il n'y a pas de. Je crois que c'est Garmin où tu peux afficher mais pas avoir de rétroéclairage, c'est ça? Ah, là tu peux, oui. Ouais, là sur c'est un Garmin, écran où il est allumé ou il est éteint. Tu peux gérer la luminosité, mais t'as pas de. Tu peux pas la mettre à zéro. Ouais, sur il y a un Garmin, truc que je reproche, j'utilise le Hammerhead, le Karoo 2. Je trouve vraiment bien. J'avais la première génération, ça c'est le deuxième modèle. Il est super fiable. Au début, pas du tout. J'ai eu le premier modèle au moment des précommandes et tout ça, au tout début. Il est devenu fiable. Ouais, et ils sont assez impressionnants parce qu'ils font des mises à jour très 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 régulières. Ils écoutent beaucoup les utilisateurs. Et alors qu'avant, je me disais, bon, c'est en dessous de Garmin, mais ça a une marge de progression. La marge de progression, ils l'ont passé. Là, c'est vraiment cool. La navigation est vraiment simple. Donc ça marche vraiment bien. Tu vois, sur la RAV, j'ai fait une trace qui faisait 2500 bornes, pas arrêté, nickel. Okay. Mais donc t'as pas de frontal pour avoir un éclairage un peu étendu ni mais sur en l'écran. gros, là, si tu veux, le mode économie d'énergie, l'écran s'éteint et il se rallume au moment où il y a une indication de virage, etc. et il sonne.
Donc comme ça, C'est surtout pratique. la nuit, t'as la lumière dans la gueule, tu dis ouais, je vais tourner, nickel. Ouais, Tu le vois. ça te réveille d'un coup. Ouais, Ah, bon. Si tu commences Juste à avant de tourner. t'endormir, Ah voilà. Non, il te prévient, donc ça c'est cool. Après, par contre, ouais, j'ai une frontale, et j'ai une toute petite frontale. Juste quand tu t'arrêtes peut-être Enfin, dormir. En ou- vidéo, je vais la chercher, elle est trop bien. Non, c'est frontale, non, c'est frontale. La frontale arrive. La frontale est en chemin. Boum, c'est ça. C'est tout petit. Ah ouais. Elle est vraiment microscopique. Frontale D'escalade. d'escalade. Ouais, objet c'est ça, technique, c'est une Petzl Bindi. Et c'est vraiment très cool. T'as un élastique, tu peux la porter autour du cou, tu peux la mettre sur la tête, tu peux la mettre sur le casque, tu fais ce que tu veux. Elle est pas super puissante, mais c'est pas sa vocation. Pour moi, tu vois, même en voyage plus tranquille, c'est l'éclairage pour aller monter le bivouac, tu vois. Ça suffit pour chercher un truc dans ton sac, monter ta tente, un truc comme ça. Tu vas pas forcément pouvoir beaucoup rouler avec, ou faut rouler à pleine puissance et l'autonomie elle va être un peu légère. Après, elle a un avantage, c'est que tu peux la charger en même temps qu'elle s'allume. Ah, ça c'est cool. Ouais, Ça, d'avoir c'est- cette option double. Ça c'est cool, mais voilà, ça c'est. Puis ça prend tellement pas de place que tu peux l'avoir à portée de main. Ouais. Donc tu la fous sur le bord d'une sacoche accessible, un truc comme ça. Mais c'est pratique quand t'es à l'arrêt, ça te permet d'éclairer, de pas Ouais, avoir à détacher c'est ça. l'autre lampe. Et... Ça c'est cool. Et puis il y a une petite lumière rouge aussi, donc c'est bien aussi. Des fois c'est pour pas se cramer les yeux. Parce que le piège un peu des éclairages trop puissants, c'est que la nuit tu t'habitues à avoir peu de lumière et quand t'as un éclairage trop puissant après tu vois plus rien. Moi je sais qu'une des erreurs que j'avais fait à un moment, c'est que j'avais un éclairage dynamo sur mon gravel et en gros si tu veux le phare était entre les prolongateurs mais il éclairait la barre de mes prolongateurs. Ouais. Et du coup ça me faisait une zone très lumineuse dans mon champ de vision et c'était pas agréable parce que trop bruyant du coup tu t'habitues pas Ouais, au à reste du l'obscurité, paysage très sombre. ouais. Ouais, je pense que tu peux être surpris aussi, parce que la nuit, quand même, t'es moins attentif. C'est Ouais. là où les animaux vivent aussi en général, donc C'est il ça. y a tout qui est un peu plus. Non, ça change. La nuit c'est cool. C'est une expérience de rouler de nuit, c'est sympa. Et en petit matos, est-ce que tu as aussi beaucoup long, un petit cadenas, une petite accroche, quelque Ouais. chose pour. Ouais, pareil, si tu vas faire les toujours, courses. Le cadenas arrive aussi, est en livraison. J'ai ça comme tout petit cadenas. C'est un petit cadenas à code. Style. Style. Serflex. Exactement, en gros, c'est un Servlex qui s'ouvre. Voilà, hop. Voilà, c'est vraiment tout petit, c'est vraiment pas lourd, donc en ultra c'est cool. Tu peux le foutre, justement, moi je le mets À l'arrière. dans la sangle, Ouais. sous la restrap. T'as pas eu peur de la Ça, perdre c'est ou là. Non, et en Tu plus, perds pas trop les choses en sur plus, les ultras. Non, ça va. Je perds que les trucs chers et ça coûte rien. Donc non, et en plus, je la passais autour dans des élastiques et je le fermais après, sans mettre le code, mais tu vois, comme ça. J'avais il est entendu, accéléré on facilement. m'avait dit que c'était pratique ça aussi, parce que ça permettait aussi d'attacher des choses. Voilà, justement, si on veut attacher une petite veste sur le côté, on peut le mettre et resserrer un Éviter coup. de la perdre, ouais. Voilà, bon, petit tips hein, pour Je penserai la prochaine prochaine course. fois. Ouais, c'est sympa. J'avais entendu, moi, au début, des retours négatifs me disant que c'était vraiment un peu psychologique et qu'en soi, il suffit de forcer, tirer un peu. Mais en soi, c'est un peu le but de ce genre d'accroche. En vrai, pour moi, c'est le truc dissuasif. Si le mec il a vraiment repéré ton vélo avec toutes les sacoches et qu'il veut te le piquer, c'est comme n'importe quel antivol. Il n'y a aucun antivol qui est inviolable, c'est juste que ça va retarder le vol. Donc là, t'évites de laisser ton vélo pas attaché devant un supermarché, une boulangerie. T'as l'esprit pris plus tranquille quand tu fais tes courses. Après, en vrai, un vélo d'ultra, ça fait pas rêver. Ça pue la transpi. Là, il est propre parce que il est Tu vois des relativement propre. sacoches de partout. Voilà, t'as la des peau de banane câbles. qui dépasse, des trucs comme ça. Non, ça donne pas forcément envie. Et en tout cas, en France, et je pense dans une grande partie de l'Europe, souvent tu roules quand même plus souvent à la campagne qu'en ville. Il n'y a pas tant de vols que ça. Tu t'éloignes jamais trop longtemps de ton vélo. C'est plus pour toi-même te rassurer, en fait. Franchement, Parce qu'en ouais. soi, Ouais, ça c'est n'arrive ça. pas. Après, c'est des fois quand tu dors un peu en bivouac, dans un milieu un peu urbain. Franchement, en ultra, tu tapes tout pour dormir. Le mieux, c'est de dormir vraiment avec le vélo dans les bras. Ouais, c'est S'accrocher, ça. moi, je me faisais passer un bras parfois. Parce que j'avais peur de me Exactement, faire ouais. chourave. Tu te mets oreiller, tu vois, la sacoche de sel, un truc comme ça. Et Faudrait que tu comme passes ça, sur mon corps pour me voler. Après, en vrai, franchement, en ultra, tu dors jamais très longtemps. Surtout à des horaires où, a priori, la plupart des gens dorment.
Donc normalement le risque de vol est quand même assez limité. Assez limité, ouais. Bon. Peut-être une dernière question pour clore cette présentation générale du vélo. Je pense qu'on a fait un peu le tour, mais moi je me pose la question un peu du téléphone, parce que j'ai vu que tu tournais aussi des vidéos pendant que tu roules. Parfois, qu'est-ce que tu fais du téléphone et comment tu l'accroches quelque part Écoute, alors en plus tu vois j'ai la fixation quad lock, c'est les coques que tu peux clipper au guidon. En vrai finalement en ultra je m'en sers pas du tout en fait du quad lock. Alors la coque est T'es super pas sur solide. TikTok à regarder les vidéos. La coque est géniale parce qu'elle est super solide. Le téléphone, alors pas celui-là, mais j'avais une autre coque avant sur un autre téléphone. Il a déjà fait une chute depuis le vélo et intact. Donc vraiment cool. Après mon téléphone, où je vais le foutre dans ma sacoche accessible ici, par exemple. Là j'aime bien parce que je sais que je le sors, je le rentre en 2-2. Ou sinon je le mets comme je dis dans la poche là du cuissard. Mais jamais dans le dos non plus. Ou dans le dos. Après là ce que j'aime bien c'est que c'est assez facilement. Vaut mieux avoir un téléphone étanche si tu fais ça parce que souvent il prend un peu la sueur quand même. Mais le fait d'avoir du poids d'un côté et pas de poids de l'autre côté de la jambe, c'est pas gênant. Ça pèse quand même une petite centaine de grammes. Moi ça va me faire chier le moment où je le mets parce que tu le sens et après tu l'oublies vite. Parce que en fait, ce qui est chiant c'est t'as un poids en mouvement, tu vois, qui va se déplacer, qui va balloter, un truc comme ça. Et c'est pareil pour les sacoches de sel. Un truc qui ballotte c'est super relou. Quand ça bouge pas, tu le sens plus, enfin tu l'oublies vite en tout cas. Donc ouais non, téléphone et j'aime bien prendre des photos, des petites vidéos, un truc comme ça. Donc j'aime bien l'avoir à portée de main. Et écouteurs aussi. Il y a la team avec écouteurs et la team sans. Parce que bon, on rappelle que c'est quand même. Voilà, je pense que tout le monde sait que les écouteurs sont interdits à vélo. En ultra ou dans les longues distances. C'est les écouteurs vibration maintenant. Voilà, il y en a qui sont avec, il y en a qui sont sans. Moi, par habitude, j'écoute pas trop de musique sur le vélo. Donc je dirais team pas d'écouteurs. Sur la RAV, j'avais pris des AirPods, donc sans fil, donc j'en mettais qu'un seul. Et finalement, alors je me rappelle, début de la RAF, on a pris un train jusqu'à Nice, donc là t'as un trajet pendant plusieurs heures dans le TGV où tu stresses à 2000% parce que tu te poses les dernières questions, est-ce que je suis prêt, est-ce que je suis pas prêt. Je me dis bon, j'ai pris mes écouteurs mais j'ai aucune playlist hors ligne. Du coup je me suis mis à télécharger quelques musiques, quelques podcasts. Et je me suis finalement, j'ai écouté quelques podcasts dans l'école où je savais que j'avais une heure tranquille. Je mettais une oreillette et je me faisais un podcast. Le podcast finissait juste avant d'arriver en haut. Ça permet peut-être d'oublier un peu les coups de pédale, un peu plus laborieux, côté monotone de la montée. Ouais, il y a des gens qui aiment, il y a des gens qui aiment pas. Tu vois, il y a des gens, ils vont rouler, même à l'entraînement, ils vont adorer écouter de la musique, ils vont rouler tout le temps en musique. Il y en a 100. C'est comme on veut. L'autre option sympa, c'est d'avoir une petite enceinte Bluetooth. En plus, l'avantage, c'est que tu peux, si tu la fous au centre de ton cockpit, t'as pas besoin de la mettre très fort pour l'entendre. Donc comme ça t'économise aussi un peu de batterie. Ça, c'est une option qui se fait. Des fois, je le fais en voyage, mais comme en tout cas en ultra, je suis pas un gros consommateur de musique. Moi, je préfère simplifier les choses. Enfin, en général, en tout cas sur l'ultra, en général en voyage, j'aime bien être assez minimaliste. J'aime bien emporter vraiment que ce qui est nécessaire. Et tu vois, à la fin d'un voyage ou quoi, j'aime bien me poser la question, re-regarder ce que j'avais dans la sacoche et je me dis ok, voilà, je me suis servi de quoi, qu'est-ce que j'ai pas utilisé, comment j'améliore la prochaine fois, etc. Donc voilà, j'essaye de... Enfin, pour moi, le meilleur ultra cycliste, c'est celui qui a rien, quoi. Si t'arrives à te débrouiller avec rien, c'est génial. Après, bon, t'as du nécessaire aussi. Ouais, et puis il y a quand même t'as toujours le doute du SI. C'est ça. Je sais jamais. C'est pour ça que tu vois, comme on disait au début sur les pneus, le tubeless ou quoi, c'est la tranquillité d'esprit. Si en fait tu roules et tu te poses la question, ah merde, s'il pleut, je vais être trempé, s'il fait froid, je vais avoir trop froid, si je dois dormir, j'ai rien pour dormir, bah en fait tu profites plus de ta course. Enfin, même si tu arrives au bout, mais que t'es stressé pendant toute ta course à te poser trop de questions, c'est un peu dommage. Faut rouler serein. Enfin, l'ultra, c'est un truc génial où tu passes des heures sur ton vélo tout seul à penser à tout et rien. Faut en profiter, quoi. Voilà. Mais donc le positionnement du kit de réparation sur le vélo est aussi significatif de ton état d'esprit sur la course, parce que moi il est dans la top tube. Ah ouais. Directement accessible. Comme ça tu sais que tu t'arrêtes en 3 minutes chrono, t'as réparé. Tu vois le pit stop, roue enlevée, roue remise. Ah, voilà. Ouais. Je vais changer l'emplacement pour les prochaines fois. Ouais. Vraiment, si tu mets tout au fond, tu crèves pas. Non, les chambres à air, je les mets tout au fond de la... Ouais. C'est là où il y a le plus de place.
Et dernière chose, la selle. Alors, je vois que tu as une belle ouverture. Ouais, alors Repéré. celle-là c'est une Pro, la marque de Shimano qui fait les composants, Stealth le modèle. Alors en vrai la selle c'est le seul composant sur lequel je ne donnerai aucun conseil parce qu'on est tous différents. On a tous des selles qui nous vont très bien, des selles qui nous vont très mal, des gens qui vont trouver la selle sur laquelle ils seront parfaits. Première selle, il n'y en a pas du tout. Il y a quand même un peu des tendances qui se dégagent. Je sais qu'il y a les Brooks qui sont assez en vogue. J'ai ça sur mon cargo. Je suis bien dessus, mais je suis pas parfait. Je suis mieux là-dessus. Donc voilà, ça c'est, on est tous ultra différents. Il faut tester. Il n'y a pas de secret. Et surtout, une petite erreur un peu que j'ai fait l'an dernier, c'est que ça c'est la selle que j'ai en ultra. Et avant l'ultra que j'avais fait, j'avais beaucoup roulé sur mon cargo parce que j'étais réparateur à cycle fixe à domicile. Et du coup, tous les jours, j'étais sur mon cargo avec une selle différente. Et en fait, le fait d'avoir deux selles différentes, en fait, quand je suis repassé sur mon vélo d'ultra, même si j'étais bien dessus, j'étais pas 100% parfaitement habitué à la selle. Donc je pense que le mieux, c'est, on dit toujours, il faut éviter les changements de dernière minute, surtout sur des éléments aussi importants que ta selle. Il faut s'y habituer, il faut tester. Ouais, faut pas hésiter aussi à acheter et à revendre si jamais ça passe pas. Ouais, c'est ça. Et il y en a Ça certains même qui proposent de tester des selles, donc tu peux faire Ouais. un ride de test avec plusieurs selles, donc faut essayer en tout cas les tendances qui se dégagent, c'est quand même des ouvertures au niveau du périnée. Faut penser aussi que sur la position qu'on va voir sur l'ultra, des fois on a la position sur les prolongateurs qui est souvent un petit peu différente, parce qu'on est un peu plus penché en avant, donc il faut penser à des selles un peu sur ce qu'on voit sur le triathlon, tu vois, qui sont larges à l'avant, un peu ouvertes. Ça peut varier, mais voilà, on est tous différents, donc Ouais, et en plus, je pense qu'il y a la différence. Moi, j'avais acheté la selle de Fiona Kolbinger. Je m'étais basé, j'avais pris sa liste et j'avais fait mes achats en fonction. Ouais. Bah non, genre, en mode, elle a gagné. Ouais. Je suis la liste, c'est bon, ça, j'ai gagné. Il n'y a pas de raison. Et bon, la selle était plutôt orientée taillée femme. En Bien tout cas, sûr. pour elle, ça passait Ah super bah, bien. ouais. Moi, j'ai douillé. Ouais. Et donc, il y a aussi, bon, pour le cuissard, il y a beaucoup de choses qui sont aussi Totalement. genrées et qu'il faut, Ah bah, sur lesquelles il faut vérifier. Genré et personnel. On a Et beau- personnel, On a beau tout à être fait. deux mecs tous les deux, je suis sûr que si ça se trouve, cette selle, tu vas la détester. Ah oui, c'est clair. Mais oui, mais la morphologie de chaque Ouais. personne est différente. En revanche, sur la selle, le réglage est important. Et moi, je sais que j'ai fait une étude posturale il y a un an à peu près. Alors, j'ai pas eu énormément de modifications sur la selle, mais ça m'a libéré l'esprit en me disant je sais que mon réglage maintenant est bien. Et surtout, en fin d'étude posturale, il te donne un compte rendu de toutes les dimensions sur le vélo et tout ça. Et donc, si tu changes de vélo, tu sais comment reproduire ton réglage. Et ça, c'est important. Et entre autres, on pense beaucoup selle, étude posturale. Moi, le gros changement qu'on m'a fait, c'est de régler mes cales. Parce que la position de tes pieds sur les pédales, ça va jouer énormément, surtout sur tes genoux. De temps en temps, j'avais quelques douleurs à l'extérieur d'un genou. En réglant mes cales bien, les douleurs ont petit à petit disparu, donc c'était nickel. Donc en tout cas, si on n'est pas très bien sur le vélo ou qu'on veut être confiant, c'est un truc à faire. Faut regarder d'où ça vient, quoi. Ouais, Faut commencer l'enquête et... Ouais, parce que Trouver la mine de source. rien, on sait tous régler une selle à peu près, mais régler à la perfection, il n'y en a pas beaucoup qui savent le faire. Donc Ouais. des fois, ça vaut le coup de se faire aider. Alors tu vois, moi, ce qui est marrant, c'est que la hauteur de selle, mon pignon fixe, c'est le premier vélo que j'ai roulé. J'ai commencé le vélo par le pignon fixe. À la fin de mon étude posturale, je suis allé mesurer mon pignon fixe et au millimètre près, j'étais sur la hauteur de l'étude posturale. Donc comme quoi, le réglage était bon. Des fois t'es bon, mais bon, moi... Mais j'ai beaucoup entendu ça, ouais, de personnes où ils étaient quelques millimètres et au final, ils étaient déjà bien avant, mais ça a permis de C'est ça. confirmer et c'est toujours ça. C'est toujours une chose de prise. Parce que sur des distances quand même comme ça, et surtout si l'effort est répété, je pense qu'il y a quand même des risques qui sont à prendre en compte. C'est ça. Et de toute façon, c'est comme on le répète depuis le début, l'ultra, c'est anticiper toutes les merdes que tu vas voir. Donc dès que tu enlèves un paramètre, le confort, la sécurité si tu crèves, avoir chaud, avoir froid, être bien alimenté, bien boire, chaque doute que tu vas t'enlever, ça va être une tranquillité d'esprit que tu gagnes en plus, et ça va te permettre de rester concentré sur ton ultra et sur d'autres choses, quoi. Et c'est un montage alors que sur lequel tu vas te baser pour tes prochaines
tes prochaines épreuves cette année, tu vas rester sur cette base-là ou il y a des modifications que tu as prévu de faire là, c'est ça, sous peu? Ouais, il y a la modification roue dynamo à l'avant que je vais faire. J'ai une roue qui est arrivée, mais j'ai pas encore le vélo. Alors c'est con, je fais les choses totalement à l'envers. Mais c'est un premier pas. Bah ouais, c'est ça. Faut acheter pièce par pièce. Ouais, ma roue est arrivée. Donc moyeu dynamo. J'ai pris un moyeu son de luxe. C'est assez haut de gamme dans les moyeux dynamo, mais voilà, j'avais Comme ça, un tu auras petit cette peu d'argent de sécurité. côté, je voulais me faire un peu plaisir. J'aime bien le mot matos aussi. Donc voilà, je me suis fait plaisir là-dessus. Je sais pas encore, la question se pose pour le type de lampe. Ce que je veux, c'est une lampe puissante et qui me permette de recharger une powerbank, un GPS, etc. J'ai pas arrêté mon choix sur les modèles. Je sais pas Le encore. choix est pas immense non plus d'un certain côté. Voilà, mais... le choix est pas immense, mais voilà, il y a quelques petits trucs. Ouais. Il y a la question de la fixation de la lampe aussi, Ouais. des fois, qui est un peu galère. C'est sur le prolongateur, enfin il y a plein d'emplacements possibles. Il y a encore des questions qui se posent, mais non, sinon, en termes de setup global, en tout cas, un vélo comme ça, là, il serait, on va dire, prêt à partir demain faire une ultra, c'est très bien. On a fait ce week-end ensemble le Big Fat Ride, un collab avec la Desertius Bicus. On a fait 260 bornes samedi entre Paris et Tours. Et t'as prolongé ensuite le jour d'après. J'ai Et pas voilà. eu le courage. Je suis rentré, lamentablement. Ouais, Malgré le soleil. Ouais, certains ont prolongé jusqu'à faire un tour Orléans le lendemain et ça a très bien marché. Et comme on voit aussi dans l'ultra, il y a plein de vélos différents. Il y a plein de gens différents, il y a plein de vélos différents, il y a plein de setups différents et tout le monde arrive au bout avec le même sourire. Donc, si ça nous convient, c'est ça le principal au final. Faut ne pas se fier au regard des le autres. vélo doit rester un plaisir, ouais, c'est clair. Et trop cool, écoute, je pense qu'on aurait de toute façon beaucoup plus de choses à se dire sur ce on montage. pourrait parler jusqu'à demain, je pense. Non, mais les setups de vélo, c'est assez passionnant, d'autant plus chacun on a notre petite liste de courses et Ouais, c'est ça. on fait notre petite étude de marché et au final, t'as le résultat qui est devant toi. Donc, qui est là, voilà, on a la chance quand même d'être dans le matos, dans les vélos, il y a un choix qui est énorme, on a tous des envies différentes, des idées de setup différentes, des objectifs différents aussi, parce que demain je serai incapable de faire une course de gravel avec ça, donc ça correspond aussi à des besoins perso, à des budgets perso aussi, parce que c'est vrai que mine de rien, mis tout bout à bout, ça coûte un bras. Après c'est clair que c'est pas en une saison que t'achètes tout ça. Il y a aussi le fait que ça fait des années que je fais du vélo, il y a des trucs, ça fait des années que je les ai, ça tient toujours, et dans les années qui vont suivre, on va continuer à se faire plaisir. Tu sais que tu vas continuer à faire des des longues vélos, il n'y a pas de raison, faut continuer à se faire plaisir, mais en tout cas merci de nous avoir présenté tout ça. C'est cool d'avoir un grand aperçu sur notre chaîne Ultra Cyclisme de un peu ce que toi tu emmènes. C'est le début d'une longue série d'autres personnalités un peu, parce que t'en es une quand même dans le milieu de l'ultra, non mais pour voir un peu chacun comment se sont fait les choix et au final ce qui aboutit au fait d'être finisher quand même sur une course mythique. Donc merci à toi. Merci aussi à la boutique Cycle 13 qui accueille ce tournage et à Pierre qu'on a vu au tout début de la vidéo, qui se fera un plaisir de vous faire un montage sur mesure avenue d'Italie à Paris pour ceux qui sont de Paris, et n'hésitez pas aussi à faire un petit saut pour venir nous voir. On fait souvent des projections et des soirées à thème ultra dans la boutique également, et on se revoit bientôt sur la chaîne. Ou sur le vélo. Ou sur le vélo, mais ça c'est évident. Mais c'est le début d'une série de vidéos passionnantes. Avec grand plaisir. Merci Harald en tout cas. À bientôt. À bientôt.